Au cœur de Blida, un ingénieur déroule un câble dans un forage résidentiel. Au bout, une sonde électrique descend sous les immeubles, les routes et les orangers. Le signal retentit seulement plusieurs dizaines de mètres plus bas. C'est là que commence l'eau. Sous ses pieds ne repose pas une simple poche souterraine, mais un immense réservoir naturel, alimenté et façonné pendant des millénaires. Ce colosse d'eau douce a irrigué les vergers, approvisionné les habitants et soutenu l'expansion de toute la plaine de la Mitidia. Pourtant, en quelques décennies, son niveau a chuté localement de plusieurs dizaines de mètres. Les pompes doivent descendre toujours plus bas, tandis que le recul reste invisible depuis la surface. Comment une réserve aussi vaste et productive a-t-elle pu s'affaiblir si rapidement? Pour le comprendre, il faut remonter bien avant la naissance de Blida, jusqu'au torrent dévalant de l'Atlas. Chaque hiver, l'Atlas blidéen se transforme en chantier. La pluie s'infiltre dans les fissures, détache des fragments de roches et gonfle les oueds. En dévalant les pentes, les torrents emportent des blocs, des graviers, du sable et des limons. Leur vitesse leur permet de déplacer cette charge jusqu'au pied de la montagne. À l'entrée de la Mitidia, la pente diminue brutalement. L'eau ralentit et perd sa force de transport. Les éléments les plus lourds tombent d'abord. Blocs et galets s'accumulent près des reliefs. Plus loin se déposent les graviers, puis les sables. Les particules fines, comme les limons et les argiles, peuvent poursuivre leur route jusque dans les zones les plus basses de la plaine. Chaque crue ajoute ainsi une nouvelle couche en forme d'éventail au débouché des vallées. C'est un cône de déjection. Pendant des dizaines de milliers d'années, les torrents ont déplacé leurs chenaux, recouverts d'anciens dépôts et superposé de nouveaux matériaux. Les épisodes violents ont apporté des galets grossiers. Les périodes plus calmes ont laissé des lits de sable ou des voiles d'argile. L'ensemble se lit comme un livre géologique dont chaque page correspond à un ancien épisode d'érosion et de dépôt. L'aquifère de la Mitidia n'est donc ni une caverne remplie d'eau, ni une immense poche enfouie. C'est un empilement irrégulier de matériaux poreux. L'eau occupe les minuscules espaces entre les grains de sable, les graviers et les galets, puis circule à travers les couches suffisamment perméables. Les niveaux argileux freinent localement son passage et peuvent séparer plusieurs zones saturées. Cette architecture explique la puissance du réservoir. Les couches grossières stockent et transmettent de grands volumes d'eau, tandis que les couches plus fines ralentissent certains écoulements. Le désordre laissé par des milliers de crues constitue précisément l'infrastructure naturelle qui rend cet aquifère exceptionnel. Pour rester plein, le géant doit respirer. Son inspiration commence à la surface, lorsque l'eau franchit le sol et rejoint les couches perméables de la Mitidia. Les sables grossiers, les graviers et les galets fonctionnent comme une éponge aux pores largement ouverts. L'eau y pénètre facilement et peut circuler sur de grandes distances. Les limons et les argiles forment des horizons beaucoup moins perméables. Ils ralentissent les mouvements verticaux, dévient certains écoulements et compartimentent parfois le réservoir en plusieurs niveaux reliés de manière inégale. La pluie constitue une première source de recharge. Une partie s'évapore ou alimente la végétation. Une autre s'infiltre directement dans la plaine, surtout là où les sols et les dépôts superficiels laissent rapidement passer l'eau. L'Atlas blidéen fournit une contribution essentielle. Les précipitations tombées sur les reliefs ruissellent vers le nord, empruntent les ravins, puis atteignent les cônes alluviaux au pied des montagnes. Là, les lits de galets et de graviers offrent des voies d'entrée privilégiées vers les profondeurs. Certains oueds participent aussi à cette alimentation. Lorsque leurs lits traversent des terrains perméables, une partie du débit s'échappe vers le sous-sol. L'échange peut varier selon le niveau de la nappe, la saison et l'état du lit. Un oued chargé après une crue peut ainsi transmettre de l'eau à l'aquifère pendant une période limitée. Cette respiration n'a rien de régulier. Durant les années humides, les pluies fréquentes, les crues et les ruissellements augmente les infiltrations. Le niveau souterrain peut alors remonter, parfois avec un décalage de plusieurs semaines ou de plusieurs mois. Une sécheresse prolongée réduit les apports, assèche les cours d'eau temporaires et limite la quantité d'eau qui atteint les couches profondes. Toute la stabilité du système dépend donc d'une règle simple. Les entrées doivent compenser suffisamment les sorties. L'eau quitte naturellement l'aquifère par certains écoulements, mais elle est aussi extraite par les forages et les puits. Si les prélèvements dépassent durablement la recharge, le colosse ne disparaît pas immédiatement. Il commence par perdre de la pression, puis son niveau s'abaisse. Cette eau souterraine n'a pas seulement rempli des puits, elle a façonné l'identité de Blida et transformé la Mitidia en l'une des grandes terres agricoles d'Algérie. Autour de la ville, les sources étaient captées, puis leur eau guidée par des canaux, des bassins et des ouvrages d'irrigation. Ce réseau alimentait les jardins, les cultures maraîchères et les vergers. Les roseraies qui ont donné à Blida son surnom, les orangerais et les plantations fruitières dépendaient toutes de cette circulation maîtrisée. La prospérité agricole reposait sur une combinaison rare. Le climat méditerranéen offrait des hivers relativement doux et humides, suivis d'étés chauds favorables à la maturation. Les oueds descendus de l'Atlas avaient déposé dans la plaine des limons, des sables et des matières minérales, créant des sols alluvionnaires profonds et fertiles.
Sous ces terres productives, l'aquifère fournissait une réserve capable de soutenir les cultures lorsque la pluie devenait insuffisante. Pendant longtemps, cette eau a semblé presque inépuisable. Son niveau était plus proche de la surface, ce qui facilitait son accès par des puits peu profonds. À certains endroits, la pression naturelle pouvait même faire remonter l'eau sans pompage important. Dans les champs, l'abondance était visible à travers les rigoles pleines, les arbres irrigués et les récoltes renouvelées. Mais chaque agriculteur n'observait qu'une petite partie du système. Un puits continuait à donner, un canal restait alimenté, une parcelle verdissait. Rien ne révélait immédiatement l'état général du réservoir. Les prélèvements dispersés semblaient indépendants, alors qu'ils puisaient tous dans le même colosse souterrain. Près de la ville ancienne, il faut garder en mémoire une image précise, celle d'une source jaillissant librement, avec une eau assez abondante pour rejoindre les jardins, sans qu'une pompe la force à sortir. Cette source reviendra plus tard dans notre histoire. Elle permettra de mesurer, mieux qu'un graphique, tout ce qui a changé sous Blida. Le changement décisif commence lorsque les moyens d'extraction deviennent plus puissants. Les puits traditionnels, limités par leur profondeur et leur débit, cèdent progressivement la place aux forages équipés de pompes motorisées. Une exploitation peut désormais atteindre des couches plus profondes, irriguer davantage de terre et prélever en quelques heures ce qu'un ancien ouvrage remontait beaucoup plus lentement. Cette évolution répond à une logique immédiate. L'agriculteur doit sécuriser ses récoltes, sauver ses arbres pendant un été sec et maintenir sa production. Si le niveau baisse, il approfondit le forage ou installe une pompe plus performante. Son choix est rationnel à l'échelle de sa parcelle. Des centaines de choix identiques finissent pourtant par peser sur le même réservoir. Au même moment, Blida s'étend et la Mitidja se transforme. De nouveaux quartiers, des routes, des zones d'activité et des bâtiments occupent des surfaces où l'eau pouvait auparavant pénétrer dans les sols. Une partie des pluies ruisselle désormais sur le béton et l'asphalte, rejoint les réseaux d'évacuation ou quitte rapidement la zone. Certaines terres agricoles changent aussi d'usage, réduisant localement les espaces disponibles pour l'infiltration. La ville en croissance exige de l'eau potable. Les activités industrielles en consomment également. L'agriculture intensifiée doit alimenter des marchés plus vastes et maintenir des rendements réguliers. Ces demandes ne remplacent pas les précédentes, elles s'ajoutent les unes aux autres, tandis que de nouveaux captages apparaissent dans toute la plaine. La recharge naturelle, elle, reste dépendante des pluies, des oueds et de l'infiltration venues de l'Atlas. Durant les périodes prolongées de sécheresse, les précipitations diminuent, les écoulements deviennent moins généreux et l'aquifère reçoit moins d'eau. Certaines décennies cumulent ainsi deux mouvements opposés, des apports réduits et des prélèvements en hausse. Aucun forage isolé ne vide la Mitidja. Aucun quartier ne suffit à bloquer sa recharge. Aucun agriculteur, habitant ou industriel ne provoque seul la crise. Le déséquilibre naît de leur accumulation parce que chaque besoin local est satisfait sans que le bilan général soit immédiatement visible. Lorsque les sorties dépassent durablement les entrées, le paysage peut rester intact. Les immeubles tiennent, les champs continuent de produire et l'eau sort encore des robinets. Sous cette apparente normalité, une mesure commence pourtant à changer. Pour atteindre l'eau, il faut descendre toujours plus bas. Cette descente porte un nom, le rabattement. Il désigne la baisse du niveau de la nappe lorsqu'on prélève davantage d'eau qu'elle n'en récupère. D'une saison à l'autre, le changement peut sembler minime. Accumulé pendant plusieurs décennies, il oblige pourtant à chercher l'eau beaucoup plus profondément. Les comparaisons piézométriques disponibles doivent être interprétées avec prudence, car les mesures varient selon les périodes, les méthodes et les secteurs. Elle signale néanmoins, autour de Blida et dans certaines parties de la Mitidja, des baisses locales pouvant dépasser 30 mètres. Ce chiffre ne décrit pas toute la nappe de façon uniforme. Il révèle des zones où la pression est devenue particulièrement forte. Sur le terrain, le rabattement apparaît d'abord dans les ouvrages de captage. Un puits autrefois productif fournit moins d'eau. Une pompe aspire de l'air plus tôt qu'avant. Un forage doit être approfondi, remplacé ou équipé d'un matériel capable de remonter l'eau depuis un niveau inférieur. Chaque adaptation augmente les coûts d'électricité, d'entretien et d'irrigation. Pour l'agriculteur, la réponse reste logique. Si le débit diminue, il faut pomper plus efficacement ou descendre plus bas pour protéger la récolte. Lorsque de nombreux exploitants font le même choix, les prélèvements s'intensifient dans un réservoir déjà affaibli. Le forage plus profond résout temporairement un problème individuel tout en aggravant la pression collective. Plus au nord, près du littoral, une autre menace apparaît. L'eau douce souterraine exerce normalement une pression qui limite l'avancée de l'eau de mer. Si son niveau baisse suffisamment, cette barrière hydraulique s'affaiblit et l'eau salée peut progresser dans l'aquifère. Un captage contaminé devient alors impropre à certains usages, tandis que les sels peuvent dégrader les sols irrigués. Inverser cette intrusion exige de réduire durablement les pompages et d'attendre une recharge suffisante, sans garantie de récupération rapide. Le signe le plus compréhensible reste parfois une source. Lorsqu'une eau autrefois jaillissante faiblit, devient intermittente ou disparaît, le rabattement cesse d'être une courbe réservée aux hydrologues. Il devient un débit perdu, un bassin vide, un souvenir
transmis par les habitants. Mais une source ne raconte qu'un point précis de cet immense réservoir. Pour savoir si le colosse descend, se recharge ou se salinise, il faut maintenant répondre à une question essentielle. Comment surveiller une masse d'eau que personne ne peut voir? Pour suivre l'aquifère, les hydrogéologues installent un réseau piézométrique. Des forages d'observation donnent accès à la nappe sans servir principalement au pompage. À l'intérieur, des sondes mesurent la profondeur de l'eau, parfois en continu. Ces relevés sont répétés, datés, puis comparés entre plusieurs secteurs et plusieurs années. Chaque mesure devient un point sur une carte. Ensemble, ces points dessinent la surface invisible de la nappe et indiquent le sens de circulation de l'eau. Près des piémonts de l'Atlas blydéen, une remontée après les pluies peut révéler une zone de recharge. Autour des captages intensifs, une dépression en forme d'entonnoir signale un cône de rabattement créé par les pompages. La vitesse de réaction fournit aussi un indice. Certains secteurs montent rapidement pendant la saison humide, puis redescendent dès le retour des besoins agricoles. D'autres évoluent lentement, car l'eau traverse des couches moins perméables. Les séries longues permettent ainsi d'identifier les zones relativement stables, les réserves sensibles aux sécheresses et les endroits où les prélèvements imposent une pression durable. Une remontée du niveau ne signifie pas forcément que l'aquifère est rétabli. Plusieurs saisons pluvieuses peuvent remplir temporairement les couches les plus réactives. Si les extractions annuelles restent supérieures à la recharge, le déficit structurel continue. Seule une comparaison sur une longue période permet de séparer une oscillation saisonnière d'une véritable inversion de tendance. Cette surveillance transforme donc un réservoir abstrait en système lisible. Entrée, déplacement, perte et zone de tension. Une carte piézométrique plus précise indique où limiter les prélèvements, protéger les surfaces d'infiltration ou renforcer les contrôles. Elle guide l'action sans remplacer l'action. Mesurer l'eau invisible permet de choisir où intervenir. Cela ne remet pas à lui seul une seule goutte dans le sous-sol. Oui, une partie de l'eau peut être remise dans le sous-sol. Le principe consiste à détourner, pendant les épisodes favorables, une fraction des écoulements vers des bassins peu profonds. L'eau y ralentit, traverse le sol, puis rejoint progressivement les formations perméables de la nappe au lieu de partir immédiatement vers l'aval. On parle de recharge gérée. Son efficacité dépend d'abord du terrain. Les bassins doivent être placés au-dessus de couches capables d'absorber et de transmettre l'eau. Les sédiments fins peuvent colmater leur fond et réduire rapidement l'infiltration. Leur entretien, la mesure des débits et le suivi des niveaux souterrains sont donc indispensables. La qualité impose une autre limite. Une eau chargée en polluants agricoles, urbains ou industriels ne doit pas être injectée dans une réserve difficile à dépolluer. Les volumes disponibles varient également avec les pluies et les besoins en surface. Quelques installations pilotes peuvent soutenir un secteur précis, pas restaurer seul l'ensemble de l'aquifère. Le diagnostic sous Blyda est désormais clair. Les pompages intensifs, l'expansion agricole et urbaine, la réduction de certaines surfaces d'infiltration et les sécheresses ont agi ensemble. Dans plusieurs zones, les prélèvements ont fini par dépasser le renouvellement naturel. Le colosse existe parce que les alluvions de la Mitidja ont stocké pendant longtemps l'eau infiltrée depuis la plaine et les reliefs voisins. Sa taille ne le rend pas inépuisable. Son avenir dépend d'une gestion coordonnée. Protéger les zones de recharge, contrôler la qualité, répartir les usages et ajuster les prélèvements aux réactions observées. Recharger la nappe peut aider. La préserver exige surtout de ne plus lui retirer durablement plus d'eau qu'elle n'en reçoit. Dans le carnet de l'ingénieur, chaque chiffre devient une ligne du récit. Ici, la nappe remonte. Là, elle se stabilise. Ailleurs, elle recule encore. La sonde confirme qu'elle reste menacée et la sorte enfin de l'invisibilité. Première condition pour agir avant l'irréversible. Sous Blyda comme ailleurs, la croissance se voit immédiatement, tandis que les réserves souterraines se renouvellent lentement. Merci d'avoir suivi cette enquête. Dites-nous en commentaire quelles ressources cachées nous devrions explorer, puis découvrez les récits affichés à l'écran.